retour sur la scène de Stars Up. Et vous avez vu, on s'est mis un petit peu en mode table ronde. Ça, c'est pour une table ronde qui aura lieu dans quelques minutes sur le droit et l'espace, pour ceux qui se sont déjà posé la question et pour les autres. Mais avant ça, je vais demander de venir à François Desgardins, le président de l'association Stars Up, sur scène. On peut l'applaudir quand même. C'est quelqu'un qui a beaucoup de travail, contrairement à nous. Et je vais aussi appeler avec nous la trésorière de l'Association française des femmes pilotes, Léa Isler-Bael. Et Laure aussi de l'Association française des femmes pilotes. Bravo. François, je te laisse la parole. Merci Jules. Alors, merci à tous d'être venus. On entame la suite du festival, mais avant ça, on voulait dire un petit mot. Ce festival est organisé par une association, Loi 1901, remplie de bénévoles issus beaucoup de la ville de Meudon, mais d'un peu partout. On a donc monté cette association il y a 4 ans. Et bien évidemment, nous sommes une association à but non lucratif. Donc, au fur et à mesure que le festival grandit, on essaie de financer avec les sous qui nous restent des initiatives qui nous touchent particulièrement. Et il s'avère qu'il y a une des missions qu'on s'est fixée il y a 4 ans, qui était de faire une place de plus en plus importante à la femme dans l'ensemble de ce segment de la vie qui est la science. Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes scientifiques féminines. Donc tous les ans, on rappelle que la place de la femme, c'est aussi dans la science. Et puis la place de la femme, c'est aussi dans l'espace, puisque vous savez qu'on a la chance d'avoir en France une astronaute qui s'appelle Claudie Aigneret et qu'on espère bien avoir d'autres jeunes femmes dans l'espace dans les mois et les années qui viennent. Et on essaye de dire aux petites filles qu'elles aussi, elles ont le droit de devenir astronautes et spationautes. Et puis comme le festival, c'est aussi le festival de l'air, on a décidé de soutenir cette année l'Association française des femmes pilotes. Et donc au nom de tous les organisateurs du festival et des Meudonnais, puisque la mairie de Meudon nous aide beaucoup, de la région Île-de-France et d'un certain nombre de nos partenaires, on est très heureux de remettre un chèque de 1 000 € à l'Association française des femmes pilotes qui est représentée ici et qui va nous expliquer à quoi va servir cette bourse et qui va la toucher. Voilà. Bravo. Eh bien, merci. Merci beaucoup, merci au Festival Stars Up, merci à tous les partenaires du Festival Stars Up. Effectivement, ça nous touche beaucoup que le festival soit présent dans une mission de l'Association française des femmes pilotes. Il faut savoir que notre association a pour but de promouvoir l'aviation au féminin. Notre association essaye d'augmenter le nombre de femmes pilotes. On est 10% de femmes. Donc, mesdemoiselles, mesdames, si ça vous intéresse, messieurs, bien sûr, mais si ça vous intéresse, surtout, approchez un aéroclub parce que c'est vraiment une passion formidable. Les vocations sont très nombreuses. Cette bourse sera remise à une pilote de ballon, ce sera la pilote aérostière. On a une lauréate. Donc elle va profiter de cette bourse pour augmenter son expérience en tant que pilote de dirigeable. Donc merci infiniment et je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, à venir voir notre exposition parce que nous avons également de nombreuses aviatrices qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Donc merci infiniment et au plaisir. Sachant donc qu'elles ont un stand à l'entrée. N'hésitez pas à aller les voir, que vous soyez, elle l'a redit, une femme ou un homme, en tout cas, ils pourront vous renseigner sur toutes les démarches pour devenir pilote. Exactement. Mais encore plus vous, mesdames. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Le festival continue. Merci beaucoup. Et oui, merci pour les micros. Et je laisse la place maintenant à Gilles qui va vous présenter la table ronde. Bienvenue dans ce mythique hangar Y. Eh bien, j'ai le grand bonheur de vous demander si vous vous êtes déjà posé la question d'à qui appartenait la Lune. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous pouviez acheter une étoile? Ou si Elon Musk peut prendre d'assaut, sans qu'on lui dise rien, les orbites autour de la planète Terre et d'y mettre des milliers, des dizaines de milliers de satellites au-dessus de nos têtes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions-là? Eh bien, nous, à Stars Up, non seulement on se les pose, mais on va y répondre avec nos invités que je vous demande d'encourager, qui sont des spécialistes du droit de l'espace. Messieurs, c'est à vous. Vous pouvez les encourager. Bonsoir à toutes et à tous.
Je suis absolument ravi de vous retrouver ce soir pour cette table ronde sur le thème droit et espace. Une table ronde au cours de laquelle on va passer en revue un certain nombre de questions qui ont été évoquées à l'instant. Et pour dialoguer et débattre sur ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce panel, et je les en remercie d'avoir accepté cette invitation, Monsieur David Bertolotti. Monsieur Bertolotti, bonsoir. Vous êtes directeur des affaires institutionnelles et internationales de la société Eutelsat, et vous étiez ambassadeur et directeur des affaires stratégiques du Quai d'Orsay. Peut-être avant d'avancer, quelques mots sur Eutelsat pour rappeler à chacun quelle est la fonction, la mission de cette société. Oui, volontiers. Donc Eutelsat, c'est l'opérateur français numéro 1, l'opérateur de référence et le numéro 3 mondial de satellites de télécommunications. Nous avons une flotte de 36 satellites en orbite géostationnaire. Et j'ai souvent coutume de dire qu'on est un peu le quatrième mousquetaire de l'espace français. Beaucoup d'entre vous connaissez sûrement Airbus, Thales Alenia Space, Ariane Espace, ça va de soi. Et donc, comme les trois mousquetaires, il y en a 4. Le quatrième, c'est Eutelsat. Très bien, merci. Monsieur Raphaël Costa. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay, éditeur et également auteur. Et Monsieur Christophe Bonal, vous êtes expert senior à la direction de la stratégie du CNES et vous êtes un grand spécialiste mondial, notamment de la pollution et des débris extra-atmosphériques. On y reviendra. Peut-être quelques mots sur le CNES, si vous voulez nous rappeler les missions du CNES. Oui, je dirais que le CNES est ravi d'être invité ici, dans ce lieu magnifique. Mais bon, ok. Le CNES, c'est l'Agence spatiale française, donc on gère tous les programmes spatiaux français, soit en national, bilatéral, multilatéral, mondial. On coopère avec la Terre entière. Voilà. Très bien. Alors, avant d'en venir aux différentes questions qu'on a pu énumérées en introduction, je voudrais rappeler en quelques mots le cadre juridique pour que chacun l'ait en tête, puisque le droit spatial est évidemment assez méconnu. Et ce droit spatial, en réalité, il s'est construit avec la conquête spatiale. Je rappelle en quelques mots, le 4 octobre 1957, nous avons Spoutnik qui est lancé par l'URSS, qui est le premier satellite artificiel de la Terre. On a ensuite, en avril 1961, Youri Gagarin, qui est le premier être humain dans l'espace. Et on a, évidemment, le 20 juillet 1969, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et c'est dans ce contexte d'opposition entre grandes puissances, entre l'URSS et les États-Unis, que va se développer le droit spatial. Alors, on distingue trois grands temps du droit spatial, si je fais dans les grands thèmes, trois grandes périodes. Le premier, c'est l'âge d'or, qui va commencer à la fin des années 50, je dirais, des années 60 jusqu'à 1979 à peu près. On a la création d'un comité spécifique sur l'espace extra-atmosphérique à l'ONU en 1959, des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU en 1973, et puis le grand traité qui reste encore la clé de voûte, et on va y revenir de nombreuses fois, je pense, le traité de l'espace de 1967. Donc vous voyez qu'on est entre Youri Gagarin et les premiers pas sur la Lune. C'est un traité qui a été issu d'une négociation entre l'URSS et les États-Unis et qui va fixer un certain nombre de grands principes sur lesquels je vais revenir très rapidement. Et puis on a ensuite 4 autres traités jusqu'à 1979. Alors ce traité de 1967, il pose des très grands principes auxquels on se réfère encore actuellement. Un principe de liberté dans l'accès à l'espace, l'exploration de l'espace, la recherche scientifique notamment. Un principe de non-appropriation nationale, et on y reviendra, la non-appropriation, ça concerne le droit de propriété évidemment. Et puis un principe d'utilisation pacifique de l'espace. Et j'ajouterai un principe de responsabilité des États pour les opérations spatiales. Et ça va nous intéresser quand on va parler de la responsabilité en cas d'incident, notamment lors des lancements. Ces grands principes, ils sont fixés en 1967. Et puis, alors, c'est un traité, c'est intéressant, un traité qui, au final, fait 7 pages. Donc, vraiment très, très court et synthétique, mais qui va fixer ces grands principes. Ces grands traités sont la première partie, le premier âge d'or du droit de l'espace. Et puis on a ensuite, dans les années 80-90,
un développement non plus par des traités, donc par des grands accords internationaux, mais par des résolutions normatives de l'Assemblée générale de l'ONU, et puis des lois spatiales nationales. Alors la nôtre, celle française dont on reparlera, elle est un peu plus tardive, elle date de 2008 et elle va fixer un certain nombre de principes sur les opérations spatiales en France. Je précise que c'est la loi, cette loi de 2008 est l'une des lois les plus appliquées en pratique, puisque avec les États-Unis, la France ayant son port spatial en Guyane à Kourou, eh bien, c'est une loi qui est appliquée vraiment beaucoup dans les activités spatiales. Dernier temps de cette construction juridique du droit spatial, à partir des années 2000, c'est un développement davantage tourné vers des standards techniques qui vont être proposés. Et là, on en viendra évidemment avec M. Bonal sur la question des débris. Des standards techniques, des normes qui vont être proposées, qui vont venir de la pratique et puis qui vont être prises en considération ou pas, on le verra, par les acteurs. Ce droit-là, et je termine cette introduction, ce qui est intéressant, c'est que c'est un droit qui s'est construit donc, depuis maintenant près de, si on prend Spoutnik, ça va faire près de 65 ans dans quelques jours. Et c'est un droit pour lequel on n'a pas de tribunal. Alors moi, ça m'intéresse parce que je suis avocat spécialisé en litiges nationaux et internationaux. Et on n'a pas de tribunal pour faire appliquer ce droit. Donc ça va nous poser d'autres questions. Évidemment, quand il y a des lois nationales, là, pour le coup, on a une compétence auprès des juridictions étatiques nationales. Alors j'en viens tout de suite à la première question. Et pour commencer par le commencement, la première question, c'est la définition juridique de l'espace, qui nous emmène à une question qui est très pratique. À partir de quelle altitude un touriste spatial peut-il revendiquer le titre d'astronaute? Alors, Monsieur Costa, je vous laisse nous rappeler en quelques mots le cadre juridique applicable, la définition juridique de l'espace et ses variabilités, on va dire, en fonction des pays. Alors, merci. Donc, déjà, première chose qui est importante à comprendre, c'est que c'est important de déterminer l'altitude à laquelle commence l'espace, parce qu'en dessous, on est dans l'espace aérien, ça va être le droit aérien qui s'applique. Donc, les États qui sont au-dessus de l'espace aérien sont souverains sur leur espace aérien. La France, par exemple, détermine qui peut la survoler. Alors que quand on est dans l'espace, comme vous l'avez très bien dit, c'est un régime de liberté d'utilisation. Donc, n'importe qui peut survoler la France à partir d'une certaine altitude. Donc, c'est important de déterminer l'altitude à laquelle commence l'espace et où finit l'espace aérien. Et donc, étonnamment, en droit de l'espace, dans le traité, il n'y a pas de définition de l'espace extra-atmosphérique en tant que tel. Habituellement, un traité commence par des définitions, et là, il en manque. Donc, on se réfère en droit international au sens usuel des termes, et donc on va dire que scientifiquement, on a défini que l'espace commençait approximativement à 100 km d'altitude, et on va se référer donc à cette limite par défaut, mais il n'y a pas de vraie définition juridique d'où commence l'espace. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de définition? Parce qu'on n'a pas pensé à en mettre une, ou simplement on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur l'altitude qui était la bonne, notamment en 1967 peut-être entre Russes et Américains? En fait, à l'époque d'adoption du traité de l'espace, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, effectivement les États n'étaient pas d'accord. Donc les États-Unis, eux, voulaient faire commencer l'espace à 80 km d'altitude. On comprend pourquoi, parce qu'en dessous de 80 km, ils n'auraient pas le droit de survoler d'autres États. Au-dessus, ils auraient le droit, alors que l'URSS voulait faire commencer l'espace à 110 km. Et donc, ils ne se sont pas accordés sur une définition de l'espace. Donc, on est resté sur ces définitions, enfin sur ce traité de l'espace qui ne dit pas où commence l'espace. Parce que... Je crois que M. Costa l'a parfaitement dit. La surprise là-dedans, c'est le mot qui manque, le mot qu'on n'a pas le droit de prononcer, c'est espace. Personne n'a la moindre idée de l'endroit où démarre l'espace. Donc il y a eu, les premiers, c'était l'US Air Force qui disait 50 status miles, ce qui fait 80 km, et la US Navy, qui sont en bisbille avec l'US Air Force, qui a dit non, non, nous c'est 50 nautical miles, 90 km. Les Russes disaient non, 110 km, on va quand même pas commencer à appliquer des règles des Américains, donc voilà. Il y a eu toute une étude menée par von Karman, qui est un aérodynamicien extrêmement connu, qui a cherché l'altitude. Alors il est tombé sur une formule
vachement complexe, qui d'ailleurs a été peaufiné récemment par des collègues de l'ONERA. Et on voit que l'altitude dépend de la saison, dépend de l'activité solaire et tout. Donc ceux qui ont tranché là-dedans, c'est la FAI, Fédération Aéronautique Internationale, qui est celle qui, depuis toujours, depuis les débuts de l'aéronautique, enregistre les records. Record de durée, record de distance et tout. Ils ont dit basta, c'est 100 km, point. Mais donc ça n'a aucune valeur juridique. Et donc ça c'est important parce que quand Branson, par exemple avec l'un de ses petits véhicules, donc le Spaceship 2, d'abord le Spaceship 1, il est monté à 102 km. Donc là, au-dessus de la ligne de von Karman. Donc ok, ça y est, il a claironné, on est dans l'espace. Il a fait un nouveau véhicule qui s'appelle Spaceship 2, qui malheureusement ne marche pas bien. Il y a des problèmes de propulsion et tout. Et donc il culmine à 82 km. Donc là, il dit, mais je suis dans l'espace. Et puis il y a une petite étoile, et puis en bas, on lit au sens de Virgin Galactic du terme. Ça permet quand même de délivrer un titre d'astronaute. Et non, parce que justement, les vrais astronautes considèrent que c'est pas parce que vous allez dans l'espace que vous êtes astronaute. Astronaute au sens de Michel Tonini du terme, par exemple, qui a été le patron des astronautes européens, c'est il faut quand même avoir fait un tour de la Terre. Sinon, ça vaut rien. Et donc, résultat, malheureusement pour eux, il n'y a pas d'astronautes là-dedans. Si je peux rebondir, Oui, dans bien le sûr. traité de l'espace, on nous précise que les objets spatiaux, eux, vont dans l'espace et on considère un objet spatial qui a été mis quand il a été mis en orbite. Donc on sait que tous les objets qui ont été mis en orbite sont des objets spatiaux. Donc effectivement, quand il y a un tour qui a été fait, on sait qu'on est dans le droit de l'espace. Mais la question, c'est pour les vols suborbitaux qui s'approchent tout juste des 100 km, qui les dépassent un peu, est-ce que c'est le droit de l'espace qui s'applique ou le droit aérien? Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais pour prendre une application hyper caricaturale, par exemple en droit européen, si vous êtes en droit aérien, il y a des obligations qui s'appliquent en termes de retard, en termes de bagages non délivrés, ou par exemple vous connaissez un peu le règlement européen, si votre vol a plus de 3 heures de retard, vous pouvez demander une indemnisation et tout. Bah, si on est en droit aérien pour un vol suborbital, ça s'applique. Si on est en droit spatial, ça s'appliquera pas du tout. Et c'est pareil en cas de dommages causés par l'avion ou l'objet qui vous a emmené dans l'espace ou dans l'espace aérien à la limite. Le régime de responsabilité n'est pas du tout le même en droit de l'espace ou en droit aérien. Donc c'est des petites arguties juridiques, mais qui peuvent avoir leur importance. Alors précisément, on y vient. La prochaine question, qui est responsable en cas d'incident lors d'un lancement? Et par exemple, en cas de retombée d'un booster, et je pointe du doigt personne, mais on en a parlé dernièrement, s'agissant d'une fusée chinoise notamment, retombée d'un booster sur une zone habitée, qui est responsable? Monsieur Costa, oui. Bon bah alors donc, je continue donc. Oui. Comme vous nous disiez au début, donc on a eu en 67 ce traité de l'espace qui donne le cadre général, mais dans des principes très très vagues, un peu généraux, qui a été précisé par 4 autres traités qui ont été adoptés jusqu'en 79. Et donc il y a un traité spécifique, c'est la Convention pour les dommages causés par les objets spatiaux. Et donc dans ce traité international, on donne le régime en cas de dommages causés par un objet spatial. Et donc là, ça dépend en fait. Donc si il y a un lancement qui cause un dommage au sol, c'est une responsabilité sans faute. On va considérer que tous les états de lancement, donc c'est tous les états qui ont participé à lancer cet objet, donc soit l'état qui a mis à disposition son territoire, ses installations, qui a commandé le lancement, qui a fait procéder au lancement, sont responsables et doivent dédommager en cas de dommage au sol. En revanche, en cas de dommage dans l'espace, donc si un satellite endommage un autre satellite, ils ne doivent dédommager la victime, enfin l'état victime, que s'il y a une faute. Comment on détermine s'il y a une faute? On ne sait pas, ce n'est pas précisé dans le traité. Donc voilà, en tout cas au sol, c'est responsabilité intégrale, absolue, sans faute. Et donc voilà, si un lancement rate et cause des dommages au sol, qu'ils soient matériels, environnementaux, humains, c'est une responsabilité totale. Les États qui ont fait procéder au lancement doivent dédommager. Et ça, c'est repris dans les lois nationales. Par exemple, la loi française reprend ces principes-là? Oui, donc du coup, au début, comme on n'avait que des États qui étaient engagés dans la conquête de l'espace, ça s'appliquait qu'aux États. Mais en droit de l'espace, on ne fait pas la différence. Les activités nationales, elles concernent les activités des États et des entreprises nationales. Donc on parle toujours d'État en droit de l'espace. Et donc la question, depuis la privatisation des activités spatiales et la commercialisation, les États ont adopté des lois nationales où ils délivrent des autorisations aux opérateurs de conduire des activités spatiales. Et donc, par exemple, la France a sa loi spatiale nationale depuis 2008. Et donc là, l'État, au-delà d'un certain montant, alors c'est fixé tous les ans par la loi de finances. J'ai un doute si c'est 50 millions ou 60 millions, peut-être. 60, autour de 60 millions. C'est 60 millions. Au-delà de 60 millions, c'est l'État qui prend en charge les dommages pour préserver l'intégrité économique des opérateurs. Alors, peut-être quelques exemples, Monsieur Bonal, d'incidents qui sont intervenus, parce que en préparant la table ronde, vous nous aviez indiqué
différents types d'incidents et différentes manières d'y remédier. Oui, pour compléter ce que dit M. Costa, il faut bien comprendre, il y a deux cas. Hein. Il y a le cas où effectivement on tombe de façon aléatoire et non voulue. Bon, là, il y a eu plein d'exemples. Vous avez cité l'exemple chinois. Mais attention, on vient de récupérer des morceaux de SpaceX au milieu d'une ferme en Australie. Hein. Donc ça, je dirais, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Savez-vous qu'on se paye un étage entier ou un satellite entier qui retombe de façon aléatoire tous les 3 jours? Tous les 3 jours. Donc bon, ok. Là, on est bien protégé. Alors, il arrive jusqu'à terre ou... Oui. Oui. Alors, généralement, on estime qu'il y a à peu près 20% de sa masse qui survit à la rentrée et qui touche la surface du globe. Alors, surface du globe, 71% d'océan et de mer, 10% de savane, etc., etc. Donc, on touche du bois. Ouais. Pour le moment, on n'a pas eu de victimes recensées. Mais... D'accord. L'autre cas, qui est plus subtil, c'est les retombées nominales. C'est-à-dire, nominalement, pendant la trajectoire de votre fusée, vous savez que le booster se détache à tel endroit et va tomber à tel endroit. Alors, si vous faites bien les choses comme nous, il retombe dans l'océan Atlantique, ça va. Si vous faites moins bien les choses comme les Chinois, ça retombe sur le village qui est là-bas, où ils ont juste prévenu les villageois, vous devriez vous pousser un peu, on va retomber chez vous, là. Okay. Donc il y a des exemples, il y a des photos avec des débris qui sont tombés sur des écoles et autres. Le pire, c'est en Russie, c'est depuis Baïkonour, où les morceaux de Soyouz, donc les boosters, les 4 boosters ABVG de Soyouz, retombent dans une zone assez bien précise, au Kazakhstan. C'est même plus en Russie, là, ok. Et les gens savent où ça va retomber. Et là, il y a des métaux précieux et autres, et donc des tôles. Et donc tout le monde, au moment où il y a une alerte, vous devriez dégager, tout le monde s'y précipite. Et là, il y a eu des victimes pour cause d'intoxication par des gaz qui n'étaient pas trop sympas et tout. Mais bon, c'est le côté un peu... oui, il y a aussi une histoire de satellite qui était retombé russe, je crois, au Canada. Cosmos 954 qui était retombé en 73, je crois, dans le Grand Nord canadien. Comment ça s'est réglé alors au final? Alors ça s'est réglé, donc il avait un tout petit peu de nucléaire à bord, hein, donc il a balancé un petit peu de plutonium un peu partout dans la banquise, dans le Grand Nord canadien, ça ne doit pas s'appeler la banquise, mais donc avec des déchets nucléaires qui étaient répartis sur des surfaces très très grandes. Alors évidemment, tollé général, les Canadiens ont porté plainte et tout. Les Soviétiques ont dit non, mais non, il n'y a rien, ok. Mais les Canadiens ont insisté pour avoir un dédommagement. Et les Soviétiques ont payé, sauf erreur de ma part, les heures de travail des ouvriers venant ramasser les débris. Mais il n'y avait pas le mot nucléaire là-dedans. Oui, il n'y a pas d'indemnisation, ils payent les heures de travail. C'était juste qu'ils ont remboursé peanuts, hein. Enfin peanuts soviétiques, quoi. Hein. Ouais. Ils ont remboursé ce qu'ils devaient, mais si on demande à la Russie... Donc c'est la seule application à ce jour de la Convention en cas de dommage causé par un objet spatial. C'est ce cas de satellite canadien qui est retombé. Et les Russes donc, ont dédommagé le Canada, qui a nettoyé toute la zone. Et si on leur demande aujourd'hui, ils expliquent qu'ils n'ont pas remboursé en application de la Convention, mais parce qu'ils avaient envie. En fait. Donc, tout simplement comme ça, pour rembourser le dommage qu'ils avaient causé, et qu'ils n'ont pas appliqué le droit de l'espace. Bon, dans les faits, ils l'ont appliqué quand même. Et vous me corrigez, mais c'est ça qui a donné lieu à l'un des traités dont vous parliez, le traité au niveau des matières nucléaires, qui a dû sortir juste après, 76-77. Mais je crois que Cosmos, c'est 79. 79, bon Cosmos. J'ai un doute sur la date. Il y en a 2 contre moi, donc ok. C'est ça, non 79, Cosmos, oui. Effectivement, je crois qu'on ne considère pas ça comme un cas d'application... Enfin, c'est débattu. Ah ouais, c'est débattu parce que alors, les profs de droit international considèrent que oui, mais les Russes, qui sont ceux qui ont payé, considèrent que non. C'est purement par des voies diplomatiques que l'affaire a été résolue. C'est le cas en tout cas, oui. Alors, monsieur Bertolotti, s'agissant d'un opérateur privé comme Eutelsat, comment sont pris en compte précisément ces risques liés au lancement? Et notamment, on parlait d'un seuil à 60 millions d'euros. Qu'en est-il? Comment est-ce que c'est géré? Alors effectivement, il y a plusieurs couches, j'ai envie de dire, comme il y a des couches de l'atmosphère, il y a des couches de droit qui s'appliquent à nous. Alors évidemment, nous sommes Telsat, opérateur français, donc nous appliquons la loi spatiale française avec son seuil de responsabilité, au-dessus l'État, en dessous la possibilité pour l'État de se retourner vers l'opérateur. Mais en réalité, surtout pour un opérateur de satellite comme nous, qui fait appel à de nombreuses autres compétences de fabricants pour le satellite, de sociétés de lancement pour le lanceur, sont les 2 principaux services.
il y a toute une cascade de responsabilités qui peut être mise en jeu et qui là relève davantage du droit contractuel et des accords passés avec nos fournisseurs. Alors, dans le cadre de l'activité spatiale, qui est une activité, somme toute, extrêmement délicate, aléatoire, il y a parfois, il y a même assez souvent, entre les acteurs privés, des accords contractuels pour ne pas rechercher les responsabilités réciproques, donc d'abandon de responsabilité. Au fond, chacun prend son risque et s'engage à ne pas aller rechercher la responsabilité de l'autre. Mais parfois, il est aussi prévu dans les contrats des clauses de responsabilité. Et dans tous les cas, je vous rassure, quand quelque chose va mal, évidemment, nous nous attachons à en comprendre les causes. Et même s'il n'y a pas de conséquences financières de cette responsabilité, évidemment, quand un lancement s'est mal passé, a mal mis le satellite en orbite, ou pire, a détruit le satellite, évidemment, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Mais voilà, il est certain que, en tout cas pour nos satellites les plus importants, nous devons nous assurer, et c'est là qu'intervient l'assurance spatiale, qui est aussi un monde assez spécial, où les dommages sont vite très coûteux et en plus assez peu prévisibles. Donc Oui. l'assurance spatiale est une discipline assez risquée. Et c'est obligatoire. Les satellites doivent être assurés. Oui, les satellites doivent être assurés. Nous, à la Français. faculté, oui, en France, en tout cas avec la loi Français. spatiale, à la faculté de Versailles où je suis, on organise un concours de lancement de microsatellites par des étudiants et ils doivent les assurer. Donc moi, je participais à l'organisation et donc pour donner une idée aux gens, assurer un microsatellite qui va se désintégrer dans sa rentrée atmosphérique, ça coûte 6 000 € à peu près. D'accord. Alors, j'en viens à la prochaine question qui a été évoquée en introduction. Est-ce qu'une entreprise, pour ne citer personne, peut librement prendre d'assaut les orbites basses ? Et une autre question qui va nous amener la réponse à la première, qui fait la police des télécommunications dans l'espace ? Monsieur Costa, je vous rends la parole. Quel est le rôle des États? Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. Est-ce qu'une entreprise peut comme ça librement envoyer des dizaines de milliers de satellites en orbite basse dans l'espace? Comment les choses se passent? Alors, on a un peu cette impression-là dans les médias généralistes avec des titres comme l'espace Far West et tout, mais pas du tout. Depuis les années 70, l'espace est régulé par ces traités internationaux et les États contrôlent complètement les activités privées dans l'espace. Donc, aucune entreprise ne peut envoyer des satellites dans l'espace sans l'autorisation préalable de son État de nationalité et cet État assure la surveillance continue sur les activités spatiales de cette entreprise. Donc, pour ne viser personne, mais par exemple SpaceX, s'il veut envoyer une méga constellation de satellites dans l'espace, cette entreprise le fait avec l'aval de l'État américain et avec sous la supervision complète de l'État américain, en droit international. Très bien. Monsieur Bonal. Non, je crois que je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, évidemment, avant de lancer, ils doivent demander l'autorisation, ça vous avez 100% raison, donc ils s'adressent, par exemple, dans le cas de SpaceX, ils vont s'adresser à l'FCC, Federal Communication Committee, et qui va donner l'autorisation ou non. L'autorisation vis-à-vis des textes en vigueur. Et les textes en vigueur, il n'y en a pas un seul qui vous interdise de lancer autant que vous voulez. Ah. Aujourd'hui, vous avez le droit de lancer votre machine à laver au milieu de la constellation de Starlink, si vous voulez. Oui, le truc, c'est vous devrez demander l'autorisation aux autorités compétentes qui, là, vont éplucher. Alors, dans notre cas, on va éplucher la loi spatiale française. Bon, le mot machine à laver, il n'y est pas. Bon, vous avez le droit. Hein. Et donc, bon, je caricature, mais il n'y a nulle part, dans aucune réglementation internationale, la notion de nombre excessif, de densité excessive. Alors, ça viendra peut-être, hein, mais pour le moment, rien. Le seul élément limitatif là-dedans, c'est les fréquences. Qui sont, vous n'avez pas le droit d'émettre sur, c'était le bon vieux temps des radios pirates, si vous vous en souvenez, mais où on avait chaque jour, on avait des radios pirates qui brouillaient la télé ou la radio du voisin, etc. Bon, ça, c'est pareil dans l'espace. Donc, avant d'avoir le droit d'émettre quelque chose, vous devez demander l'autorisation d'avoir une bande de fréquences auprès de l'organisme qui va bien, ITU, qui est un organisme international. Mais si vous êtes bon avec ça, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Ah, très bien. Juste pour compléter quand même, parce que effectivement, en fait, on est d'accord, mais les entreprises ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, mais si leur État les autorise, elles peuvent le faire.
Oui, et donc la totalité des États autorise tout. Mais alors, Il n'y a aucun texte aujourd'hui, limitant le nombre d'objets dans l'espace, ni les bandes d'altitude. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le nombre de satellites qu'il y a, par exemple, en orbite basse à l'heure actuelle, et combien il y en avait il y a 10 ans? Alors, attends, il y a 10 ans, il y en avait 849. En orbite basse. 1er janvier 2012. En orbite basse aujourd'hui, il y en a 6500. Donc ça a bien augmenté, quoi. Alors attention, dans ces 6500, il y a 3000 Starlink. Okay, donc c'est pas une augmentation générale massive tout le monde. C'est vraiment il y a un opérateur particulier qui d'ailleurs a récemment on se tournait vers lui en disant mais quand même il y a une limite, non? Il y aura un moment où on va commencer à avoir des problèmes. Et il a dit selon nos calculs, tant qu'il n'y a pas 1 million de satellites dans cette zone-là, il n'y a aucun problème. Bon. C'est du Musk, hein, mais oui et non, parce que, comme d'ailleurs mon collègue l'a dit il y a un instant, il y a la limite au sens numérique, il y a ensuite la limite plutôt au sens des sciences physiques et notamment des télécommunications, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces satellites, d'ailleurs notamment quand ils sont des satellites de télécommunications, ils émettent sur des fréquences. Oui. Et là, on rentre quand même dans des situations de brouillage réciproque entre satellites. Et donc, il y a un moment quand même où, sans doute, ça ne passe plus. Alors, qui fait la police, précisément, de ces télécommunications et des orbites? Alors, là encore, tout est dans les mots. La police, pour être franc, personne. En revanche, et puisqu'on parle de droit, il y a un notaire. Ah. Voilà. Mais le notaire n'a pas encore la possibilité d'appeler la police. Donc il y a un notaire qui est l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui est la glorieuse héritière de l'Union internationale des télégraphes, et qui a pour mission principale en fait de répartir le spectre des radiofréquences. Donc là en fait, les fréquences radioélectriques, c'est une ressource rare, qui en plus est utilisée pour de multiples usages. Et donc il faut répartir ces fréquences pour que par exemple, je sais pas, quand vous allumez votre télé, ça n'ouvre pas la porte de votre garage avec la télécommande, ou quand on implante une tour 4G, 5G près d'un aéroport, ça ne brouille pas les communications de l'avion. Donc voilà, tout ça est réparti d'abord par l'UIT, puis en général dans chaque pays, il y a un tableau des fréquences. Et l'UIT, elle se charge aussi d'attribuer ce qu'on appelle les positions orbitales, c'est-à-dire sur l'arc géostationnaire ou sur l'orbite basse, de dire voilà, à tel endroit, à tel degré, tel pays peut installer des satellites. Et ensuite, ce pays est dans telle fréquence. Et ensuite, ce pays va dire à ses opérateurs, voilà, vous pouvez utiliser cette position orbitale. Mais c'est sur une base du premier arrivé, premier servi, ce qui d'ailleurs a été un petit peu inéquitable entre pays, parce que évidemment les plus avancés qui ont commencé le plus tôt la conquête spatiale ont pris les bonnes positions orbitales. Et ensuite, comme je le disais au début, voilà, c'est purement notarial. Si ensuite il y a des problèmes liés au nombre et des problèmes de coexistence, aujourd'hui on n'a personne vers qui se tourner. Très bien. Tout ça, ça découle du principe du traité de l'espace, qui est la liberté d'utilisation de l'espace. Tous les États sont libres d'utiliser l'espace, donc ils rentrent en négociation à l'IUT pour ne pas se brouiller leurs fréquences respectives quand ils ont des satellites, mais ils sont tous libres d'utiliser l'espace. C'est le problème principal. Et les entreprises privées, normalement, les États doivent s'assurer qu'elles respectent les principes du traité de l'espace. Et il pourrait y en avoir un quand même qui sert à empêcher tout ça. C'est l'article 1er, mais on l'oublie souvent, c'est le principe d'utilisation de l'espace qui doit se faire uniquement dans l'intérêt de tous les pays. Mais dès l'origine du traité de l'espace, ce principe n'a jamais été vraiment revendiqué et vraiment, débattu et revendiqué par les États. Et donc depuis, c'est un des principes les moins appliqués, mais c'est dans le tout premier article du traité de l'espace. Oui, mais Musk, évidemment, œuvre pour le bien-être de l'humanité, donc ça marche très bien. Hein. C'est vous qui l'avez dit. C'est QFD. On a évoqué un enjeu on va dire, du nombre de satellites et de l'activité des satellites autour de la Terre, c'est les enjeux de télécommunication et de brouillage. Mais il y a d'autres enjeux, et notamment, j'en viens évidemment à la question des débris.
Et donc finalement, comment est-ce que sont gérés les satellites en fin de vie, une fois qu'ils sont en orbite? Est-ce qu'ils y restent à tout jamais ou pas? Et qui est responsable des dommages qui sont causés par les débris spatiaux? Monsieur Bonal, vous êtes le spécialiste de ces questions, alors je vous laisse nous en dire un peu plus. Alors premièrement, il n'y a pas de loi internationale, hein, mais ça vous l'aviez déjà dit. Donc il y a des lois, non, des lois nationales, non, il y a une loi nationale, la nôtre. Tout le reste, c'est des guidelines, des codes de bonne conduite, des souhaits. Mais pourquoi? Alors c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est s'il y a une surpopulation au-dessus de nos têtes, qu'est-ce qui se passe? L'enjeu, c'est d'abord de ne pas perturber nos opérateurs, qu'on aime bien, et donc on ne va pas commencer à leur imposer de perdre des sous en descendant trop vite, en se désorbitant. Donc surtout, on est très très prudent, et ça, très franchement, on est très prudent avec les notions de compétition. Ça, c'est fondamental. Secondo, il n'y a pas de notion, mais ça, je m'adresse à des experts, excusez-moi, mais il n'y a pas de notion de loi internationale. On ne peut pas imaginer une loi internationale qui soit applicable à tous sur ces sujets-là, parce qu'après, il faudrait imaginer, par exemple, que le législateur chinois irait taxer Elon Musk. Bon, c'est pas gagné, quoi. Hein. Et donc ça, par exemple, notamment en France, on refuse toute notion de directive, même de directive européenne sur ces sujets-là, parce que on garde nos prérogatives françaises. Ce qu'on cherche à faire à ce moment-là, c'est bien harmoniser, donc on discute tous ensemble de manière à avoir les mêmes textes, plus ou moins applicables dans tous les pays, mais c'est du soft law, c'est des non, excusez-moi, donc soft, ok, alors ça se traduit par mou. Non obligatoire. Non obligatoire, non binding, voilà. Alors, et donc, pour le moment, malheureusement, c'est très creux, il n'y a pas de truc fort. Hein, Donc il y a quand même une norme qui a été établie, on va dire, par consensus, par l'IADC. Vous allez nous dire deux mots de quoi il retourne, pour prévoir les questions de désorbitage des satellites. C'est-à-dire que le lanceur doit prévoir qu'au bout d'un certain temps, le satellite doit pouvoir être sorti de son orbite, soit pour retourner vers la Terre, soit pour partir à l'infini. Alors, pour nettoyer un petit peu l'orbite. Alors l'IADC, pour les puristes, c'est Inter-Agency Space Debris Coordination Committee. Donc dans le sens inverse, c'est le comité de coordination des débris internationaux. C'est ce que je surnomme le club des pollueurs. Il y a 13 pays là-dedans, les pays qui sont capables de polluer l'espace. Et donc on se voit 2 fois par an pour échanger sur est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Oui, j'ai vu ce que tu as vu. Et puis, vous étiez le représentant de la France. Tout à fait, voilà. Et donc là-dedans, notamment, on établit la réglementation qu'on propose. Et là, très vite, on nous dit, ouais, vous n'êtes pas habilité à écrire une réglementation, vous êtes un ingénieur, vous n'êtes pas un juriste. Donc, cette réglementation qu'on a eue par consensus unanime en 2002, là j'ai 36 anecdotes si ça vous amuse, mais on n'a pas le temps, de 2002, donc les guidelines de l'IADC, signés par la Chine, la Russie, l'Ukraine, etc., très bien. Et là, on s'est retrouvé avec ce texte. Donc, premièrement, on l'a donné à l'ONU, au COPUOS, qui l'a travaillé pendant 5 ans, qui a fait sa propre réglementation en 2007, sur laquelle tout le monde s'est assis. Bon, dommage. Après, ce qu'on a fait, c'est on l'a travaillé au niveau des États et essayé de faire un truc. On a fait un gros texte au niveau européen, qui après a servi de base pour ISO, International Standardization Organization. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ISO, c'est vous ouvrez votre frigo, le yaourt qui est dedans, il est standardisé ISO, c'est-à-dire sur l'épaisseur du couvercle, etc. Sauf si vous l'avez acheté à la ferme du coin. Et où là, lui il n'est pas standardisé ISO et généralement, il est meilleur. Donc là, c'est la loi, c'est ça qui fait très mal. C'est ISO, c'est super, à condition de l'appliquer. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Vous commandez un satellite auprès de, je sais pas, Thales Alenia Space. Dans le cahier des charges, vous dites, je veux qu'il émette de telle façon, etc. Et en bas, vous dites, je veux qu'il respecte la ISO 24113. Là, ça, c'est fort. Oui. Okay. Donc vous avez intégré le soft law dans une obligation contractuelle, voilà, dans un contrat qui lie les parties. Et évidemment, ça ne marche que si tout le monde le fait. Sinon, il y a distorsion de concurrence. Et donc, donc là-dedans, très vite, on limite la durée de vie en orbite. Donc il faut rester moins de 25 ans en orbite basse. Alors pour ça, donc, il faut se désorbiter à la fin et rentrer sur Terre. Il faut ne pas exploser en orbite, ça c'est très très important. Donc, c'est-à-dire se vidanger complètement, se passiver en fin de vie. Enfin, on a quelques règles comme ça qui sont très très bien connues de tout le monde et très très mal appliquées par tout le monde. Voilà. Alors, petit point, mais je vais peut-être, Monsieur Bertolotti, vous laisser la parole sur le problème de compétitivité que ça représente, puisque cette application différente de normes et d'obligations
façon de désorbiter les satellites. Certains se l'appliquent, d'autres ne l'appliquent pas. Et ça a une incidence évidemment sur la compétitivité des entreprises. Parce que ça veut dire que si on doit se désorbiter, on doit prévoir des mécanismes en fin de vie qui permettent de réaliser ces obligations de désorbiter le satellite. Absolument. Bon, je pense que tout le monde pourra le comprendre très, très facilement. Mais donc, si effectivement un satellite doit être le plus sûr possible pour, par exemple, ne pas exploser, comme ça a été dit, ou pour être désorbité en fin de vie, ben, ça veut dire qu'il va avoir peut-être plus de carburant que strictement nécessaire pour être absolument sûr, qu'il va avoir 2, voire 3 ordinateurs de bord pour créer les redondances nécessaires s'il y en a un qui tombe en panne, parce que l'espace, c'est quand même, on a souvent l'idée, l'espace c'est le vide. Non, l'espace, il fait la moitié du temps très froid, l'autre moitié très chaud, il y a des radiations, enfin, c'est un milieu extrêmement hostile. Donc, effectivement, si on veut être sûr de pouvoir faire un certain nombre de choses au bout de 15 à 20 ans passés dans ce milieu-là, eh ben, il faut investir un certain prix dans ce que l'on fabrique. Et si tout le monde n'investit pas de la même manière, évidemment, tout le monde ne vend pas ensuite son service au même prix. Et c'est là qu'il y a une distorsion de concurrence. Alors, pour nuancer juste un tout petit peu ce qui a été dit, c'est que malgré tout, même en l'absence de normes internationales juridiquement contraignantes, les gens, les opérateurs comme Eutelsat qui opèrent depuis plusieurs décennies sur l'arc géostationnaire, donc le plus éloigné, sont quand même dit au bout d'un moment, bon, c'est un peu dans notre intérêt réciproque de faire gaffe à ce qu'on fait, de ne pas se percuter les uns les autres, de ne pas polluer notre orbite, parce que sinon notre business est fini. Donc on va de nous-mêmes quand même appliquer un minimum de standards. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, même si les lois nationales peuvent être différentes. Là où effectivement on a aujourd'hui un petit sujet qui n'est pas encore réglé, c'est sur les orbites basses, parce que d'abord les nombres de satellites en jeu sont plus du tout les mêmes, hein, vous voyez, tout d'emblée, hein. Eutelsat dans sa flotte, je vous ai dit 36 satellites, Starlink 3000, alors ils ne sont pas aussi gros, mais enfin, et donc voilà, et avec des nouveaux acteurs qui n'ont pas les mêmes habitudes de travail entre opérateurs. Donc il va sans doute falloir recréer un peu une conversation entre nous. C'est un vrai enjeu parce que Elon Musk a annoncé une volonté de mettre 42 000 satellites sur orbite, en orbite basse. On compare aux chiffres que vous nous avez donnés, Monsieur Bonal. Et on a potentiellement 4, 5 constellations qui seraient concurrentes, donc pas forcément avec le même nombre de satellites, avec les mêmes technologies, mais quand même, ça va être assez encombré en orbite basse. Quels sont les enjeux de cet encombrement concrètement? Qu'est-ce qui se passe en cas de création de débris spatiaux? Si on a des difficultés sur cette orbite-là, quels sont les risques potentiels et comment on y fait face? L'un des risques, c'est celui que vous avez probablement vu dans le film Gravity, hein, où donc il y a un impact qui génère une gerbe de débris qui eux-mêmes, chacun de ces débris va refaire une collision, etc. etc. Donc c'est une réaction en chaîne ouais. Qu'on appelle le syndrome de Kessler, du nom de Don Kessler, qui est un très bon collègue de la NASA, et qui a théorisé le fait que sur certaines orbites, il peut y avoir des collisions qui régénèrent des débris plus rapidement que le nettoyage naturel dû à l'atmosphère. Et là, aujourd'hui, on l'a déjà vu, on l'a accroché entre 700 et 1100 km d'altitude. C'est-à-dire, on voit très bien, cette zone-là a une augmentation divergente du nombre de débris. Alors, c'est encore assez lent, mais c'est irréversible, si vous voulez. Ça correspond à quoi, cette orbite-là? Ça a été c'est les orbites, pour les puristes, c'est les orbites héliosynchrones. C'est-à-dire, c'est les meilleures, c'est les orbites, c'est le trésor de l'humanité au point de vue spatial, parce que c'est les orbites de l'observation de la Terre, de la météo, de la défense, des communications. C'est typiquement 800, 900 km d'altitude, c'est parfait pour ça. Très fortement incliné, c'est-à-dire typiquement qui survole les pôles ou pas loin. Donc ça survole toute la Terre toutes les 90 minutes, donc c'est parfait pour l'observation de la Terre. Et cette orbite-là est d'ores et déjà polluée avec un syndrome de Kessler que vous évoquiez, qui est déjà en Alors cette zone-là est déjà polluée, donc du coup, ça y est, les opérateurs changent complètement leur fusil d'épaule et donc vont soit au-dessus,
Par exemple, c'est le cas de OneWeb, hein, qui vient d'être racheté par Eutelsat, je crois, qui est monté à 1200 km. Alors 1200 km, c'est assez sympa, c'est la première fois qu'un opérateur choisit une altitude, non pas en fonction des performances de son système, mais juste parce que quand il a regardé l'histogramme de distribution, ah tiens, là il y a un trou, là il y a moins de débris, je vais aller là, ce sera plus safe. Hein. Et donc du coup, il a fait une belle accumulation. 1200 km, l'un des inconvénients, c'est si vous tombez en panne là-haut, vous y êtes pour 2000 ans. Donc 2000 ans. Avant de retomber sur Terre. Avant de retomber sur C'est le Terre. nettoyage naturel que vous évoquez, voilà. c'est-à-dire que tous les débris qui sont à 1000 km par exemple, ils 1000 mettent combien de km, temps 1000 ans. 1000 ans 1000 ans. Voilà. pour retomber sur Terre. Donc 800 km, là, mon milieu du syndrome de Kessler, c'est 200 ans. C'est pour ça que ça se cumule bien. Donc les autres opérateurs se sont mis en dessous. C'est le cas par exemple de Starlink qui se met à 550 km. La future constellation française sera à 600 km, enfin, etc. Donc on se met en dessous avec beaucoup plus de problèmes d'ordre différent, dirons-nous. Voilà. Très bien. Alors, c'est effectivement le premier des problèmes. On réfléchit quand même à la manière éventuellement de nettoyer tout ça. Oui. Alors ça paraît peut-être un peu de la science-fiction aujourd'hui, mais beaucoup de start-up du secteur spatial y réfléchissent malgré tout. Et d'ailleurs, dans le OneWeb, pour donner un exemple, donc OneWeb Constellation qui a été racheté par Eutelsat, OneWeb anticipe en quelque sorte les technologies à venir du fait que les satellites sont à 1200 km, donc effectivement à des orbitations naturelles plus lentes, et à équiper ces satellites dès aujourd'hui, alors pour les tout premiers de poignées d'accroche en quelque sorte, pour les suivants de plaques électromagnétiques qui permettront à d'éventuels futurs satellites ou véhicules spatiaux de récupération de les accrocher en toute sécurité et de les désorbiter. Alors le problème aujourd'hui, c'est la technologie elle-même est plutôt, elle existe, elle est plutôt éprouvée, même si elle est délicate. Hein, c'est la même technique en fait de rendez-vous orbital que quand un module va sur la station spatiale. Hein, il faut savoir se rapprocher d'un autre objet. Alors, c'est pas un sport de masse parce que ça se fait à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres/heure, mais ça se fait. En revanche, le petit problème, c'est que ça coûte quand même beaucoup plus cher que de faire passer un camion poubelle dans la rue. Et donc aujourd'hui, ça n'est pas économiquement rentable. Mais l'espoir est que ça le devienne, grâce notamment au progrès technique, et que ça puisse représenter l'une des solutions. Alors évidemment, dans l'espace, c'est comme sur Terre. Le mieux, c'est encore de ne pas créer les débris, de ne pas créer la pollution. Et ça, c'est la première chose sur laquelle on travaille. C'est les caractéristiques même des satellites pour ne pas créer des débris. Mais si ça arrive, ou si un satellite, par exemple, ne devient plus manœuvrable, eh bien, on a l'espoir qu'il y aura des solutions techniques pour le récupérer, le désorbiter. Ouais. La voie décrite par M. Bertolotti est extrêmement intéressante et prometteuse. Parce qu'on peut pousser le bouchon un peu plus loin en disant je ne vais pas chercher le satellite une fois qu'il est en panne. Je lui dis, tu peux finir ta vie comme ça, tout seul. Hein, donc, j'irai te chercher une fois que tu seras en panne. Donc, ne prévois même pas de revenir. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir 3 ordinateurs. Tu n'en as qu'un. Tu n'as pas plus de carburant que ça, etc. Et t'en fais pas, le jour où tu es en panne, je vais te chercher. Et ça, c'est extrêmement prometteur parce que du coup, vous allongez la durée de vie de votre satellite. Okay, puisque vous n'avez pas à garder du carburant pour la fin. Vous avez un satellite qui est beaucoup plus simple, quelque part, et là, donc là, on peut faire un business. Il y a réellement un business. Bon, tu viens me chercher, je paye tant, et là, on y croit beaucoup. C'est tout le in-orbit servicing, c'est quelque chose sur lequel s'il y a des start-upers parmi vous, surtout, n'hésitez pas, ça, là, il y a du retour sur investissement. Alors je poursuis, puisqu'il nous reste quelques thèmes à aborder avant de passer la parole et de prendre les questions du public. Un autre point qui est important, qui est le droit de propriété dans l'espace. Un point fondamental qui a été évoqué dès le traité de 67. Est-ce qu'on peut librement exploiter les ressources spatiales? Est-ce qu'on peut acheter un terrain ou vendre un terrain sur Mars? Monsieur Costa, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les principes et le cadre juridique qui s'applique? Alors, c'est un des principes fondamentaux du traité de l'espace, c'est le principe de non-appropriation. Les États n'ont pas le droit de s'approprier l'espace. Pour rappel, on ne sait pas où ça commence, mais on sait que dans l'espace, il y a la Lune et tous les autres corps célestes. Donc, les corps célestes ne peuvent pas être appropriés par les États.
Et donc, ça a pu avoir des conséquences, par exemple, dès l'arrivée des Américains sur la Lune, quand ils ont planté leur drapeau. Traditionnellement, en droit international, un planté de drapeau, c'est une revendication de souveraineté d'un État sur une zone. Et il y a eu une communication de la NASA à l'époque qui a dû expliquer que le planté de drapeau américain sur la Lune n'était pas une revendication de souveraineté des États-Unis sur la zone lunaire où le drapeau était planté, mais que c'était juste un symbole fiscal, puisque l'exploration de la Lune américaine a été financée par le contribuable américain. Donc il y a un principe fondamental qui est qu'on ne peut pas s'approprier la Lune et les corps célestes. Et ça pose la question de l'exploitation des ressources. Dans le traité de l'espace et dans les autres traités, on peut déduire que l'utilisation des ressources pour la vie sur place n'est pas contraire au droit international, mais il se pose la question de l'utilisation des ressources pour leur exploitation commerciale par ailleurs. Et donc là, la question est un peu épineuse. Je sais que le CNES va peut-être réagir. Mais donc, en gros, dans le traité de l'espace, on dit interdiction d'appropriation totale. En revanche, il y a eu d'autres traités, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Et le dernier, c'est l'accord sur la Lune, qui lui explique que les ressources spatiales sont le patrimoine commun de l'humanité. Pour un peu faire la différence facilement, en gros, dans le traité de l'espace, les corps célestes ne sont à personne, et dans l'accord sur la Lune, les corps célestes sont à tout le monde. Et donc, l'accord sur la Lune prévoit que lorsque l'exploitation des ressources spatiales sera sur le point d'être faisable, il faudra adopter un régime international d'exploitation de ces ressources spatiales, et qu'une partie des bénéfices devra être reversée aux pays en voie de développement qui n'ont pas forcément contribué à la recherche spatiale. Et donc, ce point-là est l'origine du fait que l'accord sur la Lune n'a été signé par aucune puissance spatiale, excepté la France, qui l'a signé, mais non ratifié. Et le problème se pose aussi que la France a signé les accords Artemis américains, le CNES, accord qui explique que l'exploitation des ressources spatiales n'est pas contraire au droit international. Et donc voilà, peut-être le CNES voudrait réagir. Peut-être un mot sur simplement Artemis, le programme Artemis, donc programme d'ampleur pour un retour de l'homme sur la Lune. Alors c'est le programme et les accords Artemis qui vont avec. C'est le programme américain de retour sur la Lune bientôt. Il a été doublé des accords Artemis qui sont en gros une redite des principes du traité de l'espace, sauf que dans un des articles, il est spécifié que l'exploitation des ressources spatiales n'est pas contraire au droit de l'espace. Ce n'est pas l'avis des profs de droit de l'espace, des universitaires, mais c'est dedans. Donc tous les États qui signent les accords Artemis reconnaissent cette interprétation du traité de l'espace. Il y a deux points majeurs là-dedans. C'est pas pareil que le traité de l'espace, parce que là, c'est un traité américain. C'est-à-dire les traités Artemis, c'est américain. Ça s'appelle accord, mais c'est la Pax Americana. Et donc, ils disent, venez signer, mais donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec le texte américain, pas international. Secondo, ils ont d'excellents juristes là-bas, donc ils ont trituré un peu les textes et ils ont vu qu'effectivement, un État n'a pas le droit de s'approprier un astéroïde, par exemple, mais un privé a le droit. Un individu a le droit, parce qu'un individu n'est pas un État. Donc si Musk veut s'approprier un astéroïde, il a le droit. Ça, c'est le principe dans le traité 67, c'est bien indiqué, principe de non-appropriation nationale. Oui, effectivement. Mais si on regarde à un autre article du traité, c'est expliqué que les activités nationales concernent les activités publiques et privées. Donc l'appropriation nationale, si on fait une interprétation cohérente de tout le traité, ça concerne appropriation et par la personne publique, l'État, et par les personnes privées. Donc même le traité de l'espace, à mon sens et au sens de la plupart des chercheurs en droit de l'espace, interdit l'appropriation même privée des ressources de l'espace, puisque, comme je vous disais au début, les États doivent s'assurer que leurs ressortissants privés respectent les principes du droit de l'espace, puisqu'on ne fait pas la différence en droit de l'espace entre les activités publiques et privées. Elles sont confondues en fait pour ce régime de responsabilité. Ouais, mais quand les Américains ont fait ça, immédiatement le Luxembourg a dit venez, moi aussi, venez chez moi, vous pourrez faire du fric chez moi. Alors ça a commencé donc en 2015, loi américaine, l'Obama Act, qui autorise les entreprises américaines à s'approprier les ressources de l'espace. Ça a été suivi en 2017 par la loi luxembourgeoise. Il y a une loi japonaise qui est sur le grill aussi pour la même chose. Et donc toutes ces lois nationales, elles sont à mon sens contraires au traité de l'espace. Contraire aussi au traité sur la Lune, mais il n'a pas été signé par les États-Unis, ni le Luxembourg, ni le Japon. Donc on n'a de toute façon pas de tribunal pour aller porter ces lois et les disqualifier. Non, mais on a quand même l'usage du droit international public général, et donc c'est la responsabilité internationale qui s'applique. Ça veut dire que d'autres États doivent engager la responsabilité
des États-Unis, du Luxembourg et tout, ça peut être des contre-mesures, ça peut être des États qui cessent d'appliquer leurs obligations vis-à-vis de ces États, mais on revient au problème classique du droit international qui est la puissance géopolitique de chaque État. C'est en tout cas une évolution majeure en ce moment du droit de l'espace, avec ce développement des activités spatiales privées et ce développement d'une interprétation, on va dire, discutée du traité de 67 avec cette volonté d'appropriation des corps célestes de l'espace, de la Lune pour commencer, et peut-être d'autres après. Complètement. Mais alors, pour répondre à votre question précédente qui était est-ce qu'on peut acheter un bout de Mars ou de la Lune, il y a des entreprises qui les commercialisent, Oui. notamment l'agence immobilière de terrain de Monsieur O, vous pouvez acheter sur Internet des bouts de la Lune, de Mars, de Vénus, enfin il y a un tas de planètes au choix. Ça peut coûter, je crois que ça commence à $20 l'hectare, ça peut aller jusqu'à $500 la grande parcelle. Et vous recevez un certificat de propriété. Alors j'avais fait une interview sur les arnaques de l'espace, alors c'en est une énorme. Et pour marquer le coup, je voulais m'en acheter un. Je voulais m'acheter un petit morceau de la Lune, enfin un papier qui dit que je suis propriétaire d'un morceau de la Lune, ça vaut rien juridiquement. Et il faut même payer $5 supplémentaires pour avoir son nom sur le certificat de propriété. C'est complètement contraire au droit international, mais vu que ça fait du mal à personne, ces sites-là existent toujours. Mais il y a des pays qui les ferment. Par exemple, la Chine a fermé ce site, expliquant que cette agence immobilière de l'espace contrevenait aux obligations internationales de l'État chinois, qui lui doit s'assurer que les entreprises chinoises ne violent pas le traité de l'espace. Donc l'État chinois a fermé ce site qui vendait des bouts de la Lune, de Mars, aux Chinois. Mais ce site, on peut encore y accéder en France. Et vous avez la même chose qui est complètement illégale pour donner le nom de votre chérie ou de votre amoureuse à la Lune, ou à des étoiles, pardon. C'est complètement, ça n'a aucune valeur. Vous recevez un diplôme bien encadré, mais ça ne vaut rien du tout. Alors moi, je proposerais quand même d'aller acheter un morceau de Lune, mais dans le métavers, parce qu'à ce moment-là, on est tranquille, on prend de la distance. J'ai un dernier thème et qui m'est cher et qui est très important, c'est la militarisation de l'espace. Là, je me tourne vers vous, Monsieur Bertolotti. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des enjeux, rappeler les principes qui sont applicables et puis les difficultés qu'on peut avoir avec des usages hybrides et quelques exemples concrets? Oui, alors c'est dur à faire en peu de temps, mais je vais essayer. Alors d'abord, pour en revenir toujours au grand principe, il y a un principe d'utilisation pacifique de l'espace. Il y a même un principe de non-militarisation de la Lune et des corps célestes. Et il y a également, dans le traité de l'espace, un principe de non-placement d'armes de destruction massive dans l'espace, c'est-à-dire d'armes nucléaires, bactériologiques, chimiques. Ce qui, d'ailleurs, au passage, ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit de transiter, ce qui est bien ce qu'elles feraient en cas de lancement de missiles intercontinentaux à tête nucléaire. Mais c'est la beauté du droit. Une définition est une définition. Ça n'est pas un placement dans l'espace, c'est un transit. Espérons qu'on n'en arrive jamais là. Et en réalité, ce qui s'est développé très vite, et je pense que vous en avez tous une connaissance, notamment à travers ce qu'on voit aujourd'hui dans la conduite des conflits, c'est une utilisation de certaines capacités spatiales à des fins militaires. Alors non pas le placement d'armes dans l'espace, mais l'utilisation notamment de capacités d'observation de la Terre, mais aussi de télécommunications, de navigation. Voilà, tout cela aujourd'hui est indispensable aux forces armées. Mais ce que l'on voit de plus en plus, et c'est sans doute là qu'est la préoccupation, c'est la tentation d'une véritable militarisation de l'espace, d'une utilisation militaire, de l'extension de conflits dans l'espace, d'utilisation d'armes spatiales, soit depuis la Terre vers l'espace, soit de l'espace vers l'espace, entre satellites, par exemple. Et évidemment, c'est une préoccupation pour les opérateurs commerciaux, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup, et on a vu les effets que certaines armes anti-satellites peuvent avoir en répandant des débris sur toute une orbite. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et en même temps, parce que sans doute la nature humaine est pleine de contradictions, ce sont des perspectives, en tout cas les usages militaires, sont des perspectives intéressantes pour certains opérateurs commerciaux qui ont en réalité beaucoup d'activités duales et qui servent aussi bien des clients civils que militaires. Là, on parle des usages classiques, hein, pas de l'emploi d'armes. Donc,
Je dirais que voilà, c'est à la fois cette utilisation de plus en plus duale de l'espace, et pas seulement par les États, mais aussi les acteurs commerciaux. Et puis peut-être cette perspective d'extension des conflits militaires au milieu spatial qui sont vraiment les tendances à regarder. Peut-être pour quelques exemples concrets, on a eu en 2018 un satellite russe qui s'est approché très près d'un satellite de télécommunication franco-italien, ce qui a posé de nombreuses questions et je crois qui a amené la ministre des Armées de l'époque à réagir. Louch, dégagé. Voilà. Il y a une vraie difficulté, des problématiques donc de brouillage et puis des problématiques également de cyberattaque. Je crois qu'on en a parlé au moment de la guerre en Ukraine. Il y a une cyberattaque contre un satellite de télécommunication qui avait pour objectif d'empêcher ou d'incapaciter les forces ukrainiennes pour bloquer leur déplacement sur place, mais qui a eu pour conséquence qui est la moitié de l'Europe, ou une partie de l'Europe en tout cas, qui ait des perturbations importantes de télécommunications. Absolument, et vous faites bien de le souligner, parce qu'au fond, c'est peut-être là qu'est le réel danger aujourd'hui. Alors, évidemment, il faut sans doute faire quelque chose, y compris peut-être si on y arrive à adopter des instruments de droit pour prévenir l'utilisation d'armes dans l'espace, d'armes par exemple à énergie cinétique, hein, qui vont détruire depuis la Terre des satellites. Si on peut les interdire, c'est sans doute très bien. Mais il est vrai que un satellite, c'est un objet qui incorpore beaucoup d'électronique, d'informatique, qui a des liaisons avec la Terre. Et dans le cas, par exemple, des satellites qui font des télécommunications, qui ont surtout une grosse partie au sol. Et au fond, c'est peut-être plus simple de les attaquer par le biais d'une cyberattaque que vraiment d'essayer de les détruire dans l'espace. Et donc cette question de la cybersécurité est prise de plus en plus au sérieux par les opérateurs de satellites. Merci à tous les trois. On arrive au terme de notre table ronde. Alors, on a peut-être encore quelques 5 minutes pour une question. Non, on n'a plus de temps. On me dit qu'on n'a plus de temps. Bon, très bien. Merci infiniment. Merci de l'invitation.